Bonjour, vous regardez Math plus 1, une chaîne de cours de mathématiques et de vulgarisation scientifique. La série Cours de maths propose des cours de mathématiques de différents niveaux. La saison 4 est consacrée au niveau Bac plus 1. Nous en sommes à l'épisode 25, il est question de calcul différentiel. Dans cet épisode, nous allons parler du théorème de Rolle, qui s'intéresse aux solutions de l'équation f' de x égale 0. Nous parlerons également du théorème des accroissements finis, qui est une généralisation et un corollaire du théorème de Rolle. Qui était Rolle ? Il nous faut remonter au XVIIe siècle, avant la formalisation de la notion de fonction. La notion de dérivée arrive au XVIIe siècle, celle de fonction se formalise au XVIIIe siècle, et il faut attendre le XIXe siècle pour que soient données des définitions rigoureuses des notions de limite, de fonction, de dérivée et de continuité. Michel Rolle est né en 1652 et décédé en 1719. C'est un mathématicien français autodidacte. En 1685, il devient membre de l'Académie royale des sciences. Michel Rolle a popularisé la notation racine-énième de x. Rolle a en particulier étudié les polynômes. Bien que son nom soit attaché à l'un des grands théorèmes de l'analyse, il n'en était pas friand. C'est également au départ un farouche opposant au calcul infinitésimal, notion de dérivée inventée par Newton et par Leibniz. Voici la couverture de l'un de ses ouvrages, Traité d'algèbre ou Principes généraux pour résoudre les questions de mathématiques. Notez qu'à l'époque, le mot mathématique s'écrivait sans S. À quoi sert le théorème de Rolle ? Commençons par une introduction au théorème de Rolle. Première partie, introduction au théorème de Rolle. Le théorème de Rolle permet de caractériser les racines des polynômes. Il permet de démontrer le théorème des accroissements finis, théorème extrêmement utile, qui débouche sur la notion de monotonie et signe de la dérivée, et bien d'autres choses encore. Rolle a écrit son théorème en 1691, pour les polynômes seuls. Entre deux racines d'un polynôme, la dérivée s'annule au moins une fois. La fonction polynomiale doit donc être au moins de degré 2. Voici un exemple. On a représenté la courbe de la fonction qui à x fait correspondre 4x² plus 5x moins 2. On a également représenté la dérivée de cette fonction polynomiale, 8x plus 5. Entre f de a et f de b, ici pour f de a égale f de b égale 0, il existe une racine de f' de x. La petite loupe nous montre cette racine. Sur ce second exemple, on a représenté la courbe de la fonction qui à x fait correspondre x³ moins x. On a également représenté la dérivée de cette fonction, c'est la fonction qui à x fait correspondre 3x² moins 1. La courbe violette s'annule en deux valeurs, représentées par les deux épingles. Entre ces deux valeurs, la dérivée s'annule une fois, le point d'annulation étant indiqué par la petite loupe. Deuxième exemple, sur la même fonction, toujours la fonction qui à x fait correspondre x³ moins x, accompagnée toujours de sa dérivée 3x² moins 1. Entre deux valeurs montrées par les petites épingles où la fonction s'annule, la dérivée s'annule au moins une fois. Ici, elle s'annule une seule fois, montrée par la petite loupe. Encore un exemple. F est la fonction qui à x fait correspondre sinus x. La dérivée de cette fonction, c'est cosinus x. Entre les deux épingles, correspondant à des valeurs où la fonction s'annule, la petite loupe nous indique là où s'annule la fonction dérivée, en l'occurrence cosinus x. Est-ce que ceci est vrai pour toute fonction? Et à quelles conditions? Voici l'énoncé du théorème de Rolle. Ce théorème a été publié en 1691. Sous une forme un peu différente, n'oublions pas que Rolle s'intéressait uniquement aux polynômes. Soit b deux réels tel que a est strictement plus petit que b. Soit f est une fonction définie et continue sur un intervalle AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Si f de a égale f de b, alors il existe au moins un réel c de l'intervalle ouvert AB tel que f' de c est égal à 0. Ce théorème est également appelé lemme de Rolle. Le théorème de Rolle requiert donc premièrement la continuité de la fonction sur l'intervalle fermé AB et deuxièmement la dérivabilité de la fonction sur l'intervalle ouvert AB. Comme il est question de continuité, nous allons faire un petit retour sur ce qu'est la continuité et quels sont ses principaux théorèmes. Deuxième partie, retour sur la continuité. Pour parler de continuité d'une fonction en un point, il faut que la fonction soit définie sur ce point et sur un voisinage de ce point. Par conséquent, parler de la continuité d'une fonction en un point où la fonction n'est pas définie n'a pas de sens. Nous avons déjà parlé de la définition de la continuité dans un épisode précédent. Weierstrass en a donné une définition rigoureuse. Quel que soit epsilon un réel strictement positif, il existe delta un réel strictement positif, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, la valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à delta implique que f de x moins f de a est inférieur ou égal à epsilon. Autrement dit, on prend un point A en lequel la fonction est définie. On regarde f de a, puis on passe une sorte de pied à coulisses autour de f de a.
de manière à lui interdire de varier de plus d'un epsilon. La fonction est continue au point A si on peut toujours trouver un autre pied à coulisse qui va encadrer A, de telle sorte que les variations de f de A seront comprises dans epsilon, même si x bouge d'un certain delta autour de A. La plupart des fonctions usuelles sont continues sur leur ensemble de définitions. Les fonctions polynomiales, les fractions rationnelles, la racine carrée, la valeur absolue, l'exponentielle, le logarithme, les fonctions trigonométriques, les fonctions hyperboliques. Un cas classique de fonction non continue parmi les fonctions usuelles, c'est la fonction partie entière. La fonction partie entière est continue par morceaux, elle est discontinue pour toute valeur entière. Il existe des cas beaucoup plus pathologiques. Prenons l'exemple de la fonction indicatrice des rationnels. C'est la fonction qui vaut 1 si x est un rationnel et 0 si x est un irrationnel. Cette fonction est totalement pathologique. Elle saute sans arrêt de 1 à 0 en fonction du fait que x est un rationnel ou un irrationnel. Sa représentation graphique est totalement impossible. Cette fonction est discontinue partout. Deux grands théorèmes de l'analyse sont liés à la continuité, le fameux théorème des valeurs intermédiaires et le théorème des fonctions réciproques, appelé également théorème de la bijection. Le théorème des valeurs intermédiaires, soit deux réels a et b tels que a est strictement plus petit que b, soit f une fonction continue sur un intervalle ab. Alors pour tout réel lambda entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c appartenant à b, tel que l'équation f de c égale lambda admet au moins une solution. Autrement dit, la continuité sur un segment AB nous permet d'affirmer que l'équation f de x égale lambda, où lambda est entre f de a et f de b, admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires, repose sur une unique hypothèse, la continuité sur un intervalle. Il garantit l'existence de solutions à l'équation f de x égale lambda. Mais peut-on imposer l'unicité? Pour imposer l'unicité, il faut faire appel au théorème des fonctions réciproques. Il s'agit du théorème des valeurs intermédiaires auquel on ajoute une hypothèse, la stricte monotonie sur l'intervalle. Avec cette hypothèse supplémentaire, on peut affirmer que l'équation f de x égale lambda admet une unique solution. Le théorème des fonctions réciproques est également appelé théorème de la bijection. La continuité et la stricte monotonie sur un intervalle i garantissent que f est bijective et que sa réciproque est également continue sur f de i. Le théorème de Bolzano, c'est-à-dire le théorème des valeurs intermédiaires, traite le cas de l'équation f de x égale 0 et propose que sous réserve de continuité, l'équation f de x égale 0 admet au moins une solution. Le théorème de Rolle joue un rôle un petit peu similaire en s'intéressant à l'équation f' de x égale 0. Revenons maintenant de manière détaillée au théorème de Rolle. Troisième partie, le théorème de Rolle. Voici son énoncé. Soit a et b deux réels tels que petit a est strictement plus petit que petit b. Soit f une fonction de ab dans R, si premièrement f est continue sur le segment AB, deuxièmement f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et si troisièmement f de a égale f de b, alors il existe au moins un réel petit c appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f' de c égale 0. Voici un exemple qui ne vérifie pas les hypothèses. Prenons la fonction f, qui part de l'ensemble 1, 3, qui va vers R, et qui à x fait correspondre valeur absolue de arctangente de 1 sur x-2 si x est différent de 2, et qui vaut pi sur 2 si x est égal à 2. Voici la courbe représentative de cette fonction. On constate que certes f de a est égal à f de b, ce qui est remarqué par les deux petites épingles. Mais bien que f soit continue sur l'intervalle fermé 1, 3, elle n'est pas dérivable sur l'intervalle ouvert 1, 3, car elle n'est pas dérivable en x égale 2. Le théorème de Rolle ne s'applique pas. Envisageons maintenant un exemple qui vérifie bien les hypothèses du théorème de Rolle, soit la fonction qui va de l'intervalle -1, 1 vers R et qui à x fait correspondre racine carrée de 1 moins x carré. Premièrement, la fonction f est bien continue sur le segment -1, 1. Deuxièmement, f est bien dérivable sur l'intervalle ouvert -1, 1. Troisièmement, f de -1 est égal à f de 1 est égal à 0. Notez cependant, ce qui ne contredit pas les hypothèses du théorème de Rolle, que f n'est dérivable ni en x égale -1, ni en x égale 1. Ici, nous avons tracé la courbe représentative de la fonction f. Nous observons effectivement que la fonction f n'est pas dérivable en -1 et en 1, elle admet deux tangentes verticales, mais les hypothèses du théorème de Rolle sont bien vérifiées. En effet, la tangente admet une pente nulle en un point de l'intervalle AB. Pour y voir encore un petit peu plus clair, nous avons représenté ici à la fois la courbe de f, nous avons également tracé la représentation graphique de la dérivée. Les deux valeurs a et b sont matérialisées par des petites épingles, et l'endroit
où la dérivée s'annule, c'est-à-dire là où la tangente a une pente nulle, est matérialisée par la petite loupe sur la figure. Le théorème de Rolle est un cas particulier du théorème des accroissements finis, qu'on note à l'abrégé TAF. Certains auteurs utilisent une autre nomenclature. Au lieu de parler du théorème de Rolle, ils parlent du lemme de Rolle, et au lieu de parler du théorème des accroissements finis, ils parlent du théorème de Rolle. L'appellation lemme de Rolle est justifiée par le fait que ce lemme sert à démontrer le théorème des accroissements finis. C'est donc un lemme préliminaire au théorème qui suit. Attention, ces deux grands théorèmes de l'analyse, le théorème de Rolle et le théorème des accroissements finis, n'ont de sens que sur des intervalles. Abordons maintenant le théorème des accroissements finis. Quatrième partie, le théorème des accroissements finis. Voici son énoncé. Soit A et B deux réels tels que A est strictement plus petit que B. Soit f une fonction de AB dans R. Si premièrement f est continu sur le segment AB, deuxièmement f est dérivable sur l'ouvert AB, alors il existe au moins un réel petit c appartenant à l'ouvert AB, tel que f' de c égale f de B moins f de A sur B moins A. Ce théorème est également appelé égalité des accroissements finis. Conséquence, des informations sur la dérivée nous donnent des informations sur la fonction. Grâce au théorème des accroissements finis, on dispose d'informations qui lient la monotonie et le signe de la dérivée. Ces propriétés sont connues depuis le lycée, nous les rappelons ici. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i. Premièrement, f est constante sur i si et seulement si f' est égal à 0 sur i. Deuxièmement, f est croissante sur i si et seulement si f' est supérieur ou égal à 0 sur i. Troisièmement, f est décroissante sur l'intervalle i si et seulement si f' est inférieur ou égal à 0 sur i. Quatrièmement, si f' est strictement positive sur i, alors f est strictement croissante sur i. Cinquièmement, si f' est strictement négative sur l'intervalle i, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle i. Passons à l'inégalité des accroissements finis. Cinquième partie, inégalité des accroissements finis. Commençons par des rappels sur les fonctions lipschitziennes que nous avons déjà rencontrées dans l'épisode consacré à la continuité. Soit f une fonction de d dans R, soit un réel k supérieur ou égal à 0, on dit que f est k lipschitzienne sur d si quel que soit x, y appartenant à d, la valeur absolue de f de x moins f de y sur valeur absolue de x moins y est inférieure ou égale à k. Autrement dit, les pentes du graphe de la fonction f sont bornées. La définition d'une fonction lipschitzienne ne met pas en œuvre la dérivée de cette fonction. Toutefois, quand on regarde le quotient f de x moins f de y en valeur absolue sur x moins y, on sent bien que la notion de dérivée va jouer un rôle. Ceci est l'exemple d'une fonction qui est lipschitzienne. Cette fonction a comme ensemble de départ l'intervalle 1 plus l'infini, et elle fait correspondre à x son inverse, 1 sur x. Toutes les pentes du graphe sont bien bornées. Par contre, cette même fonction, mais qui a comme ensemble de départ 0 plus l'infini, n'est pas lipschitzienne. Toutes les pentes ne sont pas bornées. On s'en aperçoit quand on regarde ce qui se passe quand on s'approche de 0. Théorème, toute fonction lipschitzienne sur un intervalle i est continue sur i. C'est le lien entre le caractère continu d'une fonction et le fait qu'elle soit lipschitzienne ou non. Une fonction lipschitzienne entraîne que la fonction est continue. Théorème, la somme de deux fonctions lipschitziennes sur un intervalle i est elle-même lipschitzienne. Deuxièmement, si f et g sont lipschitziennes respectivement sur i, un intervalle de R, et f de i, alors g rond f est lipschitzienne sur l'intervalle i. Venons-en maintenant à l'inégalité des accroissements finis. Théorème, soit a et b deux réels tels que petit a est strictement plus petit que b, soit f une fonction de ab dans R. Si f est continu sur le segment AB, dérivable sur l'ouvert AB, et si par ailleurs, troisièmement, f' est encadré par petit m et grand M deux réels, sur l'intervalle ouvert AB, alors pour tout xy du segment AB, m est inférieur ou égal à f de y moins f de x sur y moins x, lui-même inférieur ou égal à grand M. Corollaire, si f est dérivable sur un intervalle i, et si sa dérivée est bornée en valeur absolue sur i, c'est-à-dire que valeur absolue de f' de x est inférieure ou égale à k sur i, alors pour tout xy de i, la valeur absolue de f de y moins f de x divisée par la valeur absolue de y moins x est inférieure ou égale à grand M. Terminons cette partie avec un théorème qui fait la relation entre le caractère lipschitzien d'une fonction et l'inégalité des accroissements finis. Théorème, soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle i. Si de plus la valeur absolue de f' est majorée par un réel positif k, alors f est k lipschitzienne sur i, ce qui veut dire que dérivée bornée, sous-entendu f' de x inférieur à k sur i, si et seulement si la fonction est lipschitzienne. Il nous reste maintenant à étudier le théorème des accroissements finis généralisé.
Ce théorème est dit théorème des accroissements finis généralisé, car il met en œuvre non plus une seule fonction, mais deux fonctions f et g. Sixième partie, théorème des accroissements finis généralisé. Soit f et g, deux fonctions continues sur un segment AB, et dérivables sur l'ouvert AB. On suppose que g de b moins g de a est différent de 0, et que g', la dérivée de g, ne s'annule pas sur l'ouvert AB. Alors il existe un réel C de l'ouvert AB, tel que le quotient f de b moins f de a, sur g de b moins g de a, est égal à f' de c sur g' de c. Le théorème des accroissements finis généralisé nous permet de définir la règle de L'Hopital, soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle i, soit à un point de i. On suppose que f et g sont dérivables sur i, sauf éventuellement en a. Si pour tout x de i, avec x différent de a, g' de x est différent de 0, et limite lorsque x tend vers a de f' de x sur g' de x est égale à L, alors la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur g de x moins g de a est égale à L. Dans la pratique, c'est une forme simplifiée que l'on utilise souvent. Sous les mêmes hypothèses, si de plus f de a égale g de a égale 0, ou que leurs limites finies ou infinies sont égales, alors la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x est égale à la limite lorsque x tend vers a de f' de x sur g' de x. Cette formule est bien pratique pour lever des formes indéterminées de type 0 sur 0. En voici un exemple. Nous cherchons à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur 2x³ plus 8x. C'est une forme indéterminée. La dérivée du numérateur est cosinus x, la dérivée du dénominateur est 6x² plus. On peut donc calculer la limite de f' sur g', c'est la limite lorsque x tend vers 0 de cosinus x sur 6x² plus 8. Ce n'est plus une forme indéterminée, cette limite est très facile à calculer, c'est 1/8. On en conclut que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur 2x³ plus 8x est égale à 1/8. Abordons maintenant la dernière partie, où nous allons faire le bilan de ce que nous avons vu dans cet épisode, et nous allons donner quelques théorèmes en complément. Septième et dernière partie, bilan et complément. Dans cet épisode, nous avons étudié le théorème de Rolle, le théorème des accroissements finis, l'inégalité des accroissements finis, le théorème des accroissements finis généralisé et la règle de L'Hopital. Le théorème de Rolle, sous des hypothèses de continuité et de dérivabilité, donne les conditions d'existence de l'équation f' de x égale 0. Le théorème des accroissements finis, là aussi sur des hypothèses de continuité et de dérivabilité, nous indique qu'il existe une valeur c, telle que f' de c égale f de b moins f de a sur b moins a. L'inégalité des accroissements finis nous indique que si la dérivée est bornée, alors les variations de la fonction sont également bornées. Le théorème des accroissements finis généralisé, comme son nom l'indique, généralise le théorème des accroissements finis à deux fonctions, et nous donne donc une équivalence entre le quotient f de b moins f de a sur g de b moins f de a et f' de c sur g' de c. Enfin, la règle de L'Hopital nous permet de lever des indéterminations de type 0 sur 0. Le théorème des accroissements finis nous permet de démontrer des théorèmes qui sont connus depuis le lycée. Le lien entre le signe de la dérivée et la monotonie. Si la dérivée est positive, alors la fonction est croissante. Si la dérivée est négative, alors la fonction est décroissante. Le théorème des accroissements finis nous permet également de définir une condition suffisante d'existence d'un extrémum local. Il faut que la dérivée s'annule et change de signe au point considéré. Le théorème des accroissements finis, toujours lui, nous permet également de définir une condition nécessaire et suffisante de convexité. Il faut que la dérivée soit croissante sur l'ouvert AB. Voici quelques théorèmes supplémentaires en complément. Le lien entre la parité, la périodicité et la dérivée. Soit f une fonction définie et dérivable sur un domaine symétrique. Premièrement, si f est impair, alors sa dérivée est paire. Deuxièmement, si f est pair, alors sa dérivée est impaire. Et troisièmement, si f est périodique, alors f' est périodique. Autre théorème, une condition suffisante de dérivabilité aux bornes. Soit f une fonction du segment AB vers R. Si premièrement f est continu sur le segment AB, deuxièmement f est dérivable sur l'ouvert AB, et si troisièmement, la limite à droite lorsque x tend vers a de f' de x est égale à L, où L est un élément de la droite numérique achevée, alors la limite à droite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est égale à L. Si de plus L est un réel, alors f est dérivable à droite en a. Ce théorème est en fait peu utilisé en pratique, on lui préfère en général la définition classique de la dérivabilité en un point. Le prochain épisode sera consacré aux formules de Taylor. L'une des formules de Taylor débouchera sur les développements limités qui feront l'objet de l'épisode suivant. Cet épisode est maintenant terminé. En vous abonnant à Math+1, vous recevrez une notification dès qu'un nouvel épisode est mis en ligne. Un profil Facebook est également associé à la chaîne. Vous y trouverez des informations détaillées sur le fonctionnement de Math+1. Merci et à bientôt.